Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Des livres et nous, qui aurait pu s'écrire aujourd'hui un petit peu différemment. On aurait pu l'écrire avec le verbe délivrer, car nous allons parler de lutte aujourd'hui, de lutte sous toutes ses formes. Délivrez-nous, c'est un lieu d'échange entre les créateurs, mais aujourd'hui ce sera peut-être un lieu de combat. En effet, tous nos invités, avec leur style, leur genre, leur sensibilité, nous rappellent l'importance du refus et la force du non. Alors c'est non à la société inégalitaire du roman d'anticipation d'Alice de Pongeville, La route de Ness. Non aux fractures sociales qui traversent l'Europe avec Teenage Riot d'Olivier Solmignac et Éric Pessan qui est avec nous aujourd'hui. Mais si l'envie de changer le monde est l'apanage de la jeunesse, y a quand même de nombreuses personnalités qui peuvent leur servir de guide, de référence. Et ça, c'est le travail graphique mené par Robert qui a été avec nous pour Rester libre. Rester libre qui illustre un petit peu les textes de Patrice Favaro et Philippe Godard. Voilà. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans ce combat, nous on a un autre combat à mener tous les deux, Eram, c'est le combat contre le temps, parce qu'on a 40 minutes et à la fin, je te le dis tout de suite, on va perdre. Mais on va essayer d'y aller tous les deux. Eram, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Je suis ravi que tu puisses m'aider pour cette émission Délivrez-nous. Tu fais partie d'un club de radio, raconte-nous. Oui, c'est ça. Alors j'ai commencé ce club de radio au début d'année, je me suis inscrite et j'ai été choisie aujourd'hui pour le représenter et faire cette émission aujourd'hui avec vous. Donc voilà. D'accord, donc tu es une habituée des médias. Oui, un peu. D'accord. Tu es une lectrice, une grande lectrice ? Pas vraiment, mais j'aime bien m'ouvrir à tous les sujets. Donc ça me dérange pas vraiment de faire autre chose, enfin de pas rester dans ma zone de confort. Donc ne pas lire, enfin lire aujourd'hui et peut-être n'est pas peut-être quelque chose que j'aime faire, mais peut-être que ce sera le fait de lire demain, ce sera quelque chose que j'aimerais faire, donc ça me dérange pas en fait, c'est tout. D'accord, c'est peut-être aussi un début d'engagement, se remettre aussi en cause, hein, de sortir de sa zone de confort. Lire, la définition de lire égale sortir de sa zone de confort, je la garde, je la replacerai, c'est une très belle définition je trouve. Merci Eric. Alors, tu viens d'où exactement ? Je viens de Jean-Baptiste de la Salle Saint-Denis, c'est mon école. Alors c'est dans quelle ville ? À Saint-Denis. À Saint-Denis, d'accord. Donc pas très loin d'ici. Non. D'accord, sois le bienvenu. Merci. Alors, le salon du livre, la thématique c'est le nous. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le nous ? Pour moi, le nous, ça évoque un peu la collectivité, le fait d'être ensemble, le fait de savoir faire attention à ce que la personne en face veut penser, les personnes qui sont en face peuvent penser. Par exemple, de faire attention à ce que l'on dit ne peut pas impacter de manière négative ce que les gens et voilà. Voilà, le collectif. Ah, on sent un club de radio, on est à l'aise hein, au micro. Hein. Alice de Pongeville. Bonjour. Bonjour. Le nous pour vous, c'est quoi ? Évoque quoi ? C'est un peu une question de maturité et de prise de conscience, sachant qu'on n'a pas besoin d'être âgé pour être mûr, et qu'il y a plein de jeunes qui ont des prises de conscience assez précoces en fait. Et oui, c'est une affaire de vivre ensemble et de se voir comme étant un membre d'un collectif plus grand et qui inclut les humains et pas seulement finalement la nature aussi. Éric ? Je vais faire une réponse par rapport à la lecture, justement. Le nous, c'est quand on n'est plus tout seul, évidemment, et quand on lit un livre, parfois, eh bien on devient membre d'une petite communauté invisible de gens qui ne se connaissent pas mais qui sont les lecteurs de ce livre-là. Et dans cette lecture-là, on peut retrouver parfois exprimer des pensées qu'on a un peu confuses et brusquement, moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais adolescent, je lisais des livres et je trouvais exprimer clairement des choses qui étaient confusément en moi. Et ça faisait, ce livre et moi, ça devenait en nous déjà. Et je me disais, il y a d'autres lecteurs comme ça. Et comme ça, voilà, la lecture, ça crée des communautés. Et c'est l'une des façons d'agir aussi. Commencer par créer une communauté. Ensuite, une fois qu'on est ensemble, on peut faire des choses. Robert, pour vous, nous. Pour moi, le nous, c'est à partir du moment où on est deux, déjà.
On peut commencer déjà à aller vers parfois des luttes ou rencontrer quelqu'un. Voilà. Et après, on devient 3, 4, parfois on devient des centaines. Et voilà, dès qu'on est 2, on est nous. Voilà. Grégory Bricou, alias Robert. On va garder le Robert. Robert, ouais. Avec 2 B, s'il vous plaît. Avec 2 B. Ouais. 2 B, ouais. Pourquoi cette coquetterie du 2 B? Parce que Robert, c'était trop simple, donc il fallait 2 B. Vous êtes graphiste indépendant depuis 1998 pour des marques. Oui, bon, ouais. Quelques années. Vous travaillez aussi avec Gallimard. Vous êtes graphiste. Alors j'ai vu les pionniers du sport aux éditions des beaux livres. Oui, je fais beaucoup de beaux livres, beaucoup de livres. Je travaille pour la jeunesse. Et je fais aussi, en fait, depuis 2015, en fait, depuis les attentats, je me suis vraiment mis à faire de l'illustration, beaucoup plus sérieusement. Et même si je dessinais beaucoup, je m'y suis mis, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment lancé dans l'illustration. L'électrochoc de 2015 ? Ah oui, complètement, oui. D'accord. L'électrochoc, ouais. Ok. Alors vous êtes ici pour nous présenter Restez libre, l'avenir est entre vos mains. Donc vous avez illustré les textes de Fabrice Favaro et Philippe Godard. C'est un portrait journalistique donc de 30 personnalités, connues ou non, c'est ça qui est intéressant, qui ont dans leur domaine refusé les dictates de leur époque, dit non à un système injuste, dénoncé par leurs œuvres les injustices du monde. Ça va d'Aimé Césaire à Kurt Cobain, en passant par Coluche ou Laetitia Battaglia, dont on parlera tout à l'heure, qui est la photographe en guerre contre les mafias italiennes. En tout cas, toutes et tous ont su rester libres. C'est un peu aussi une leçon pour les jeunes générations, c'était ça l'idée ? Je ne sais pas si le mot leçon est un peu fort, mais c'est un des exemples, je crois. Je pense qu'il y a assez de personnalité dans le livre pour que chaque lecteur puisse avoir une petite affinité avec un ou 2 personnages, enfin même plusieurs. Et en fait, l'idée, c'est à la fois journalistique, mais pour moi, c'est plus documentaire, c'est-à-dire c'est comme des petits courts-métrages. C'est un peu comme ça que j'ai travaillé d'ailleurs. Et pour moi, c'est des zooms sur des moments très importants de leur vie. Puisque comme il y en a une trentaine dans le livre de portraits, et on ne peut pas être à chaque fois trop exhaustif. Donc il faut essayer de dire le maximum de choses sur 6 pages. Et donc c'est des courts extraits de leur vie, comme des petits courts extraits filmés, comme si on faisait du montage en fait. Eram, tu as une question peut-être pour Robert. Est-ce que le fait de vouloir s'exprimer en dessinant vous a apporté quelque chose dans la littérature ou pas ? Vous a donné l'envie d'écrire, par exemple ? Alors moi, merci pour cette question. Moi, j'aime bien écrire aussi, mais moi, c'est vraiment l'image. C'est vrai que j'adore l'image et en fait, j'ai appris dans les écoles et puis j'ai appris professionnellement que en fait, l'image, elle pouvait aussi parler. Elle pouvait aussi s'exprimer, on pouvait dire des choses avec les images et on peut avoir un discours parfois même on peut avoir une action, une image peut être un slogan, peut être agressive, peut remuer, peut faire changer une idée, sans qu'il y ait un seul mot avec elle. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Alors c'est pas le cas des illustrations dans ce livre, mais ça pourrait être le cas dans d'autres circonstances. Ouais, on verra dans la deuxième partie justement un exemple. Je voudrais qu'on s'arrête sur Laetitia, cette photographe italienne. Ouais. On a, je crois, déjà une photo d'elle, de cette photographe. Vous nous la présentez un peu ? C'est une photographe italienne qui a passé sa vie en fait à lutter contre la mafia italienne, ouais. Donc armée de son appareil photo. Et en fait, la façon dont moi je reçois les textes des auteurs. Et je fais donc je lis déjà les textes, c'est la première chose. Et ensuite je fais une grande recherche iconographique. Alors on connaît tous cette photo qui est extrêmement qui est terrible. Qui est terrible, oui. Ouais. Et on voit à quel point elle va vraiment se confronter à la réalité et à l'injustice. Donc là il y a un corps
c'est un meurtre de la mafia. Et donc je vais chercher toutes ces iconographies, toutes ces images, et ensuite je fais toute une série de dessins où je mets en scène pour m'accaparer un peu le personnage. J'essaie de travailler en remettant en scène. Donc là, je remets en scène complètement le dessin, enfin la photographie qu'on avait vue juste avant. Et ensuite, je fais mon choix. Et la dernière étape, c'est de faire le rendu final. Et en fait, dans ce livre, ce qui m'intéressait aussi, c'est que la façon de dessiner, c'était comme un slogan. C'est comme de la typographie que j'aurais écrite sur un panneau pour aller manifester avec. Il fallait qu'il y ait quelque chose de spontané. Il fallait que ce soit comme si j'avais dessiné 2 minutes avant 2 minutes et que j'étais descendu la rue et que j'avais montré mon dessin à tout le monde. Et je voulais que ça se sente dans le livre. Alors à la fois, il y a quand même une très grande recherche iconographique derrière sur chaque personnage, mais à la fin, il faut que ce soit comme un cri, quoi, comme un slogan. Il y a des personnages qui sont plus galères que d'autres. Parce que, par exemple, je pense à Coluche. Coluche, on a tous des images de Coluche. C'est compliqué d'apporter un plus, par exemple, sur un Coluche. Alors après, Coluche, il y a tellement de choses. Ouais. Il y a tellement. Et puis moi, j'ai grandi avec. Comme je suis pas si jeune, donc j'ai quand même connu Coluche presque au quotidien quand je travaillais, quand j'étais jeune. Donc oui, Coluche, c'était pas un problème. Mais oui, il y a peut-être des personnages, quand ils ont des images, eux-mêmes, quand ils sont peut-être Pasolini, c'était peut-être plus difficile parce qu'il y avait aussi beaucoup d'iconographie, mais à la fois, c'était tellement complexe comme personnage que oui, il y a eu des choix à faire à des moments. Ou des mises en scène comme avec Paul Watson, c'est difficile d'avoir des images de bateaux en pleine mer avec des harpons. Les Colo Warriors. C'est ça, voilà. Les Colo Warriors. Ouais. Et donc on s'arrête sur les petits moments dans l'écriture où, par exemple, il y avait une image que j'ai trouvée très belle quand il était debout sur une baleine et il a vu l'œil de la baleine et il a vu la détresse et c'est ça qui l'a toujours hanté et motivé pendant toute sa carrière. On va parler de vos engagements tout à l'heure. On finit notre tour de table. On va du côté de Bordeaux. Vous êtes bien de Bordeaux? Non, Nantes. Nantes, mais je suis né à Bordeaux, oui. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Vous aimez bien l'eau, vous, hein, dès que c'est ça. Oui. Éric Pessan, donc vous êtes l'auteur de Teenage Riot. Je ne sais pas comment le prononcer. Teenage Riot, c'était Riot, bien, oui. voilà, avec Sol Mignac qui a coécrit ce bouquin avec vous. Vous êtes auteur depuis pas mal d'années. Oui. Hein, j'ai vu, je ne vais pas citer, mais vous êtes lauréat de pas mal de prix. Notamment en 2016, vous avez publié La Nuit du Second Tour, un roman de politique fiction. Oui, ça se passait. Alors, c'était un roman de littérature générale, pas dans une collection pour ados. Ouais. Mais les frontières sont extrêmement floues. Et ça se passait le soir de l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite en France. Et ça décrivait une nuit de violence. Voilà. D'accord. Vous aimez bien les nuits de violence, vous, hein? C'est pas que j'aime bien les nuits de violence, c'est que la violence est dans la société dans laquelle on vit et que cette violence, à un moment ou un autre, ça devient un sujet littéraire, il faut la prendre à bras le corps et en parler. Pourquoi je parle de nuits de violence? Parce que je veux bien sûr rentrer un petit peu dans l'histoire de Teenage Riot. Italie, Angleterre, France, qu'est-ce qui relie ces 3 pays, hein? Quels événements vont réunir Lotta l'italienne, qui est amoureuse d'un activiste, Domenico, Ellie la londonienne, qui rêve d'une autre vie, très loin de sa famille recomposée, et aussi des garçons un petit peu lourds. Et puis l'ours, alors lui c'est le beatmaker marseillais qui écrit des morceaux de rap pour s'échapper un petit peu de la cité, ce qui est quand même l'essence du rap au départ. Et puis va venir la mort d'un des amis du jeune Marseillais qui va embraser la ville et puis réunir ces différents personnages autour du nous, en fait, pour se réunir. C'est ça, en fait. Oui, c'est le Teenage Riot, ça raconte l'histoire de 3 jeunes gens, comme vous l'avez dit, qui sont seuls avec un sentiment soit de colère, soit de détresse, soit de désarroi, et qui, un peu par hasard, vont construire ce nous. Ils vont être amenés à construire ce nous. Voilà. Ellie
qui est un peu enfin, c'est trois révoltes, voilà, trois révoltes isolées qui vont arriver à se conjuguer ensemble. Ellie qui est plein de secrets, enfin sa famille a plein de secrets vis-à-vis d'elle, elle ne sait pas d'où elle vient. Elle va finir par quitter Londres pour se retrouver presque par hasard à Marseille. L'ours en peut plus de Sociale, plutôt de la pression de toutes sociale. les étiquettes, voilà, de toutes les étiquettes qu'on peut lui coller sur le dos. Ouais. Et en même temps, Lotta, elle fuit l'Italie, une Italie où les ligues fascistes prennent de plus en plus de place et ont de plus en plus de pouvoir. Elle va fuir l'Italie avec un garçon qui s'est engagé jusqu'à l'acte, enfin voilà, il a fait du sabotage vis-à-vis de certains dignitaires de la Ligue du Nord, voilà. Et ces trois jeunes gens vont être pris dans un maelstrom de violence autour d'une manifestation à Marseille et vont commencer à construire quelque chose de collectif, voilà. Le prisme européen, c'est pas un hasard. Le prisme. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai pas écrit ce livre tout seul. Il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier de Solmignac qui lui habite à Dunkerque. Moi, je suis à Nantes. Avec qui on a pris une habitude étrange, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Ouais. Un jour, l'un de nous deux envoie un fichier à l'autre sur lequel il y a un début d'histoire. Et puis l'autre répond. Et puis ensuite, on fait du ping-pong et on se parle pas. On scénarise pas, on se dit pas tiens, on va traiter tel ou tel sujet, tiens, on va faire une histoire en deux parties. On ne se parle absolument, on s'était même pas mis d'accord sur le nombre de personnages. Je lui ai envoyé un fichier avec l'ours, il m'a envoyé un fichier avec Lotta, j'ai envoyé un fichier avec Ellie et il a repris l'ours. Voilà. Et on a commencé à faire une tresse comme ça. On avait 3 brins. Mais 3 brins, c'est bien, c'est le début d'une tresse. Et on se pose aucune question d'histoire, de plan. Voilà. On avance et à un moment, c'était le cas avec notre premier roman, Les Étrangers. C'est comme si le sujet du livre, on finissait par, on marche un peu dans le noir là, et puis on arrive. Après un virage, le sujet du livre, il est là. Il est là, il est évident. Les Étrangers, c'était une sorte de désobéissance civile. Teenage Riot, c'est le sentiment de révolte. Voilà. Après, si on écrit des livres ensemble, c'est pas non plus un hasard. On partage, on a quelques valeurs, quelques convictions communes, quelques engagements communs. Et ce qui fait que c'est pas non plus totalement par hasard qu'on tombe sur ces sujets de la révolte adolescente. Oui. Eram, ça t'a intéressé, Teenage Riot? Oui, donc par exemple, comment vous avez eu l'idée, enfin comment ça s'est passé le fait d'écrire un récit coécrit en fait? Voilà, un peu par hasard comme ça, c'est-à-dire que chacun amène des éléments qui lui sont propres. Moi, dans une autre vie, je me suis occupé alors j'ai fait de la radio au lycée et ça m'a donné beaucoup le goût de parler dans un micro et puis de passer de la musique, etc. Et dans une autre vie, j'ai appris à mixer. Il y a des DJ hip-hop qui m'ont montré comment mixer, etc. Et j'avais envie de mettre ça dans un texte un jour. Donc le personnage de l'ours, il est né de là, de mes souvenirs du temps où je mixais avec 2 MK2 et une mixette et je faisais une routine, je faisais des scratchs et voilà, je balançais du son. Voilà, le personnage de l'ours, il est né de là. Il n'est pas né d'une conviction politique ou autre, il est né des gestes techniques mixés. Voilà. Et puis Olivier, lui, est amoureux de l'Italie. Il a amené sur la table une jeune Italienne qui est follement amoureuse d'un garçon qu'elle a rencontré dans un stage de théâtre et ainsi de suite. Et en fait, voilà, on travaille comme ça. Chacun amène des éléments qui lui sont propres, on les croise. Le tout premier roman qu'on avait écrit ensemble, ça se passait du côté de Calais où j'avais à l'époque jamais mis les pieds. Donc là j'ai pris les devants, j'ai parlé que de lieux que je connaissais, c'est moi qui ai situé géographiquement les 3 lieux. Même si Olivier, c'est lui qui m'a amené en Italie, et ainsi de suite. On brode à partir de nos connaissances précises, de nos histoires précises, et on invente ensemble. Et donc du coup, est-ce que ça a été plus simple ou plus dur pour vous d'écrire un récit aussi libre, puisque c'est au hasard, vous l'avez dit? Alors, ça peut paraître difficile, et moi j'ai l'impression que c'est plus simple. Parce que quand j'écris un roman seul, je suis tout le temps en train de cogiter sur ce que je vais faire pour la suite, etc. Enfin voilà, je travaille aussi de cette même façon. J'ai un sujet, généralement, mais je ne sais pas trop vers où je vais aller, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je ne fais pas de plan. Et là, en fait, d'une certaine façon, c'est extrêmement simple, parce que j'écris un truc, je l'envoie à Olivier,
Et j'arrête d'y penser puisque de toute façon, ce qu'il va écrire, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Donc ça ne sert à rien que je me prenne la tête et que je réfléchisse à ce qui va se passer dans la suite. Tant que je n'ai pas le fichier qui arrive sur ma boîte mail, voilà, je ne peux rien faire. Donc en fait, bizarrement, ça s'écrit sans trop y penser. C'est les 2 livres que j'ai fait avec lui sont les livres sur lesquels j'ai le moins réfléchi. Il y a un laisser-aller, je me laisse porter et chacun de nous se laisse porter par l'autre. Et ça, c'est assez confortable. Et ce nous-là, 2 auteurs qui travaillent ensemble, c'est une véritable... c'est une grande joie, en définitive. Alors, Alice de Pongeville, vous n'avez pas la chance, vous, de pouvoir mixer vos écrits avec quelqu'un d'autre, comme le fait Eric. Vous êtes toute seule devant la feuille blanche. On le fait. Enfin, ce que raconte Eric, on le fait seul, en fait. C'est-à-dire que ce tricotage avec des... Parce que dans mon livre aussi, il y a plusieurs voix, finalement. Je suis plusieurs personnages. Je le fais seul, mais le fait de passer d'un personnage à l'autre, c'est déjà... ça facilite le dialogue, en fait, parce qu'on va au bout de l'histoire d'un personnage... Enfin, au bout du trajet d'un personnage, et puis quand on ne sait plus vraiment où aller, ou quand il a abouti à quelque chose, on passe au suivant, et on retrouve son énergie d'écriture de cette façon-là, parce que ce dont tu parles, c'est retrouver de l'énergie d'écriture en dialoguant, parce que le dialogue amène comme ça cette énergie. Et ben oui, moi je le fais seul par la force des choses, mais je me suis débrouillée aussi pour croiser ces voix qui me redonnent l'énergie à chaque fois pour passer d'un personnage au suivant. Alors ces voix, ce sont celles de la route de Ness. Hein. Alors la route de Ness, c'est une société quelque part, dans quelques temps, on ne sait pas très bien. Ici, tout est, en tout cas dans cette société, tout est hiérarchisé. Et le monde, en fait, il est assez simple. Hein. D'un côté, il y a les bleus, hein, d'une intelligence hors du commun, et de l'autre, les pâles, qui sont destinés à les servir. Alors ça, c'est le monde de Ness, qui a 15 ans, qui a un peu ton âge, Eram. C'est le monde de Ness et de ses amis, qui sont tous pâles, qui sont bien à leur place, que les bleus leur ont réservé, jusqu'au jour où, naturellement, sinon le livre s'arrêterait là, oui. et il ne ferait pas autant de pages, parce qu'il y a beaucoup d'aventures dans ce livre, jusqu'au jour où les questions et les dangers surgissent. Du coup, Ness n'aura plus le choix, elle devra fuir et découvrir les secrets de cette société aux côtés d'un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kirin, qui est un danse. C'est quoi un danse? Alors danse, rien à voir avec le hip-hop, hein, D-E-N-S-E. Non, c'est D-E-N-S-E. Bon, alors il y a cette société assez classique avec des dominants qui s'appellent les bleus, qui sont très intelligents, et puis il y a des pâles. Qui, eux, sont à leur service. Mais parmi les bleus, il y a donc des danses qui sont en fait plus bleus que bleus. Mais du coup, ils sont tellement intelligents qu'en fait, ça les rend un peu inadaptés aussi à la société. Donc ils ont quelques problèmes de communication, ils ont du mal avec les émotions et ils sont destinés à terme à diriger le pays, mais comme des vieillards en fait. On attend que ça devienne des vieillards, et une fois que ce sont des vieillards, ils vont reproduire l'ordre établi. Voilà. Alors oui, ouais. Parce que en fait, l'avenir, c'est une société dans laquelle l'avenir n'a pas besoin d'être écrit, puisque tout va bien en fait. Donc on va reproduire à l'infini les mêmes choses, mais ces danses se mêlent de tout, y compris de la vie des pâles, même s'ils ne la connaissent pas du tout, cette vie, ils ne savent pas du tout comment elle se déroule. Et par rapport à la violence aussi, moi j'ai mis en place, en fait c'est une société qui est violente, mais sans jamais le dire. C'est-à-dire la violence tranquille, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une violence très... sournoise. Elle est sournoise, en fait tout va bien. Et je pense qu'en ça, il y a des parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une société qui est très violente, mais qui ne le dit jamais et qui se débrouille pour faire croire qu'elle ne l'est pas. Et donc mes personnages, ils découvrent ça, c'est-à-dire que ils se disent, en fait, tout a l'air bien, et pourtant il y a quelque chose qui cloche. Il y a une sorte de malaise. Et en tirant les fils, chacun à leur façon, ils vont s'apercevoir que il y a des choses à bouger, à remettre en question, et il y a des choses qui vont pas du tout, jusqu'à devoir faire la révolution en réalité. Et à découvrir un autre monde, un monde alternatif. Oui, il y a des mondes alternatifs, mais ce sont des mondes qui ne sont pas très souhaitables, parce que ce sont des mondes très difficiles où on vit mal. Mais évidemment, comme dans toute société fermée comme ça, il y a de la résistance cachée.
Eram ? Vous avez cherché à exprimer une réalité actuelle dans votre livre. Donc, qui sont les bleus et les pâles de notre société ? Bah oui, ça ressemble. De toute façon, l'anticipation sert à parler du monde dans lequel on vit en le décalant à quelques dizaines ou centaines d'années plus loin. Et on prend quelques traits marquants de notre société et on les pousse, ces traits-là. C'est-à-dire qu'on les grossit. Et une fois qu'on a grossi ces traits, on essaye de construire tout le monde qui va avec. Alors, les Bleus, ils ressembleraient à des sortes de dirigeants un peu hors sol, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne connaissent pas la réalité de la vie des gens. Ils ne savent pas du tout comment ça se passe. Ils vivent dans un monde qui est un monde qui est clos et qui est immuable, dans lequel ils sont satisfaits les uns des autres, ils sont très solidaires les uns avec les autres, sauf qu'ils ignorent absolument tout le reste des gens qui vivent autour d'eux et qui sont à leur service et qui sont les pâles. Et puis j'avais aussi envie de parler de la dichotomie qu'il peut y avoir entre tout le travail qu'on peut faire qui est soi-disant intellectuel et de l'autre côté le travail qui est soi-disant manuel. En fait, moi je pense qu'il faut savoir tout faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de la menuiserie ou de la plomberie qu'on peut pas lire des livres. Et puis c'est pas parce qu'on fait des livres qu'on devrait être complètement inadapté avec ses mains ou avec son corps. Donc voilà, je pense que l'intelligence, elle est partout et que tout le monde devrait... tout le monde devrait avoir la capacité de maîtrise sur le monde. Mais pour ça, il faut savoir réparer un moteur, il faut savoir faire la cuisine, il faut savoir écrire, il faut savoir lire, il faut savoir calculer. Voilà, tout va ensemble en fait. Je vous propose, tu vois, je t'avais dit au début d'émission que c'est un combat à lutter contre l'horloge. Désolée, Eram. Non, pas du tout. On va retrouver le feuilleton. Ce sont nos équipes du Salon du Livre, de la jeunesse à Montreuil, qui sont partis à la rencontre de collégiens pour les questionner sur le nous. C'est tout de suite, on se retrouve juste après. Je m'appelle Djibril, je suis en 4e B dans le collège Solvay d'Anspach. Moi je m'appelle Zoé Di Marco, j'ai 11 ans, je suis en 6e B au collège Solvay d'Anspach. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est quand plusieurs personnes sont ensemble, l'entraide et quand on est ensemble, on fait plus de choses, tandis que quand on est tout seul, on peut moins y arriver. Je suis dans le club rugby montreuillois. On est beaucoup solitaires parce qu'on est une équipe et... Vous êtes solidaire. Solidaire. Et en plus, dans ce sport, il faut être vraiment en équipe. Moi, je pense qu'il faut penser à tous les êtres vivants qui vivent sur la Terre, parce que si on pensait qu'aux êtres humains, rien autour de nous vivrait. C'est joli parce qu'il y a une seule lettre entre solitaire et solidaire et il nous l'a vraiment montré. C'est vraiment très beau tout à coup. On va lui piquer l'idée. Ouais, c'est très joli. Vous avez piqué beaucoup d'idées, vous, depuis que vous êtes arrivé. Je suis là pour ça. Eric, il est là pour se nourrir, il remplit sa petite valise. Ouais, c'est comme ça aussi, oui, qu'on avance. C'est de la poésie. Non, c'est de la poésie, c'est trop beau. Ouais. Eram, on parle d'engagement. Est-ce que pour toi, tu es quelqu'un d'engagé ? Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie, l'engagement ? Je pense que oui et non, parce que je me considérais plutôt comme quelqu'un qui essaye de l'être, parce que je ne me vois pas encore faire des manifestations pour une cause ou quoi, mais j'essaye souvent d'être en accord avec ce que je veux exprimer, avec les valeurs et les principes que j'essaye de transmettre aux autres par ma personne. Oui, j'essaye de l'être, mais je pense pas l'être forcément en vrai. Est-ce que tu défends ces valeurs ? Est-ce que tu les défends ? Oui, des fois ça m'arrive d'ouvrir ma bouche sur certains sujets qui me concernent pas forcément. On me reprend souvent en me disant mais pourquoi tu fais ça ? Des fois ça m'énerve parce que je suis en train de faire quelque chose et je me dis mais après je me dis mais pourquoi t'as réagi ? Après je me dis mais pourquoi tu n'aurais pas pu ? Enfin pourquoi t'aurais pu ne pas réagir. Donc à chaque fois je suis en train de me dire ça et voilà. Donc je peux pas m'en empêcher de réagir
enfin de ne pas réagir en fonction d'une situation qui me dérange en fait. Face à une injustice. Voilà. D'accord. Se mettre en accord, je trouve que mettre en accord ces actions déjà pour soi-même entre ce qu'on pense et enfin voilà, d'essayer d'agir en accord avec ce qu'on pense, c'est déjà un énorme travail. C'est même peut-être le premier travail qu'on doit faire avant de s'engager plus loin. Mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus facile parce que on peut avoir de grandes idées et puis tout d'un coup on s'aperçoit que dans la vie on n'est pas toujours à la hauteur des idées qu'on a et que le premier travail ça va être de s'accorder à ces bonnes idées, ces belles idées qu'on a. Non, mais je trouve que justement de défendre ses idées, c'est déjà un engagement. Juste, pas obligatoirement d'aller dans la rue, pas obligatoirement d'aller manifester, mais juste même dans le cadre familial ou avec les copains dans la cour de récré, dire bah non, moi je suis pas d'accord, que tout le monde peut-être nous regarde un peu bizarrement, mais avoir une conviction et de la défendre, c'est pas mal hein, quand même déjà. Avoir des points sur lesquels tu sais que tu vas pas céder. Moi, je trouve ça assez important. Il y a des choses, c'est pas grave si on a des gens face à nous qui n'ont pas exactement les mêmes idées, tout ça, c'est pas grave. Mais il y a des points, voilà, des points essentiels qui guident notre vie. Par exemple, qui sont, je sais pas, par rapport au respect, par rapport à la religion, par rapport à un certain engagement écologique, par rapport au racisme, par rapport à. Enfin, il y a des points sur lesquels il faut pas céder, voilà. Et ils sont non négociables. Ils sont non négociables, ouais. Et puis quand on se retrouve en face de personnes qui les contournent ou qui vont trop loin, voilà, ouvrir sa bouche tout simplement. Ouais. Et puis, enfin, chez les jeunes, moi, il y a un truc qui me paraît très important aussi, c'est ne pas céder à la pression de son groupe. Parce que je sais que le groupe et la bande, c'est très très important. Et que ça peut être aussi le premier lieu de terreur, en fait. Parce que c'est à la fois le premier lieu de solidarité, mais ça peut aussi être le premier lieu de terreur. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on ne veut pas faire pour complaire au groupe et pour pour être accepté par le groupe. Donc il faut à la fois avoir la conscience des amis qu'on se choisit, mais il faut savoir les remettre en question aussi. On parlait tout à l'heure, Robert, vous parliez de 2015. C'est quoi, pour vous, ça a été une bascule dans l'engagement, ou on peut dire qu'avant vous étiez quand même quelqu'un de politiquement engagé? Moi j'ai appris mon métier avec des crapules staliniennes. Donc c'était un groupe mais ça te parle des crapules staliniennes? Vieux gauchistes, on peut dire. Vieux gauchistes, ouais. C'était aux Arts Déco, ça s'appelait Grappus, c'était eux qui faisaient toutes les affiches un peu culturelles à l'époque. Ouais. Et j'avais un prof qui s'appelait Pierre Bernard et on pouvait pas lui montrer des images juste comme ça, sympa, regarde j'ai fait ça, c'est sympa et tout, parce qu'on se faisait défoncer. donc non, il fallait s'engager quoi. Il fallait qu'une image elle ait quelque chose à dire, il fallait qu'elle soit qu'elle ait un message, même si c'était pas un grand message, en tout cas une image juste qui était là juste pour dire je suis jolie, on en montrait une, on n'en montrait pas deux. Et en fait, non, j'ai toujours dessiné, mais un peu dans mon coin. J'ai fait du graphisme, je travaillais pour des maisons d'édition, je travaillais pour la presse. Et en fait, oui, quand il y a eu Charlie, ça m'a. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une force dans le dessin, qu'il y a quelque chose peut-être à dire, il y a quelque chose à faire. Et après, moi, je suis content quand on me propose, merci Béatrice, des livres comme ça, ouais. Ou d'autres sur. J'ai fait. Alors on voit justement là, on voit à l'écran. Vous pouvez nous décrire cette image? Ouais, alors ça c'est la couverture que j'ai faite pour un livre là qui vient de sortir, qui s'appelle le guide pratique de l'éco-guerrier. Donc c'est vraiment un livre pour les gens un peu qui s'engagent vraiment, quoi, qui sont militants. C'est un livre de militantiste. Et en fait l'idée c'était d'avoir le point qu'on voit souvent dans l'image, donc le point fermé comme ça, très fort, qui est toujours là, la lutte. L'oiseau qui exprime un peu l'écologie, et comme il se pose à un petit peu un endroit assez précis, on va dire, il fait un doigt d'honneur. Donc en fait, c'était assez rigolo que l'oiseau lui-même fasse le doigt d'honneur, qu'il y ait la lutte, qu'il y ait l'écologie. Donc c'est un peu drôle, hein. Mais oui, c'est carrément drôle, pardon. Ouais, je garde un peu sérieux. Oui, mais c'est un peu drôle. Et non, mais c'est que voilà, c'est un autre type d'image. Ça, c'est des images, les images pour rester libre. C'est vraiment pour accompagner le texte. Enfin, c'est une commande. Enfin, il y a là aussi d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que on puisse se plonger dans le récit, qu'on puisse se plonger et que l'image, elle est là pour exprimer déjà un peu.
l'ambiance de la lecture et aussi aider à choper des moments. Vous êtes tous les trois dans l'engagement de différentes manières. Est-ce que, en général, sans être trop professionnel, mais est-ce que la manière de parler aux jeunes a évolué depuis quelques années? Est-ce qu'on peut être plus direct sur l'engagement, sur la politique, sur les combats à mener ou Je crois que ça fait longtemps qu'on peut dire plein de choses dans les livres qui sont dits livres jeunesse. Ça fait longtemps qu'on est libre. Ça dépend des éditeurs, évidemment, mais il y a quand même quelques éditeurs qui publient des livres qui ont un ton très libre et qui abordent toutes sortes de sujets. Moi, je pense vraiment on peut parler de tout. Et ceux qui pensent qu'on ne peut pas parler de tout se trompent, justement. Évidemment, il faut en parler avec nuance, avec intelligence, etc. Mais oui, on peut aborder tous les sujets. Et je crois qu'en effet, la littérature jeunesse, d'une manière générale, elle est peut-être parfois même beaucoup plus libre que plein d'autres littératures. Voilà. Oui, parce qu'elle est moins surveillée d'une certaine manière, en fait. Même si quelquefois un homme politique met son nez dans un livre et le trouve scandaleux parce qu'il voit un gendarme à poil et que tout d'un coup c'est dégoûtant et que c'est scandaleux. Mais en fait, c'est une littérature à laquelle on fiche la paix. Et du coup, il s'y passe des choses. Elle invente beaucoup de choses, je trouve. Elle s'invente. Elle mélange les genres. Elle mélange la poésie avec l'autofiction, avec l'anticipation, avec le polar. Enfin, ça se renouvelle pas mal, je trouve. Et donc, sur le fond aussi, sur ce qu'elle dit, elle agit un peu en douce. Et je voulais juste rajouter, en voyant le livre d'Alice, adolescent, j'étais un lecteur de science-fiction, j'adorais la science-fiction, et je pense que moi, mes convictions politiques, je me les suis forgées en lisant de l'anticipation. C'est en lisant les grands textes classiques de science-fiction, les Fahrenheit 451, 1984, Le meilleur des mondes, que vraiment nous autres, que je me suis mis à penser la société dans laquelle je vivais et avoir un regard critique sur la société dans laquelle je vivais. Et ça, c'est une des très très grandes forces de la littérature d'anticipation. Eram, est-ce que tu as une dernière petite question ou grande question Donc vous avez tous choisi aujourd'hui d'exprimer votre engagement par l'écrit, mais est-ce que il y a quelques années ou plus tard, vous voudriez vous engager d'une autre manière, par exemple, échanger vos manières de vous exprimer? Alors, pour ma part, ça fait 20 ans que je publie des livres. Oui. C'est une grande partie de ma vie, la publication de livres. Ça, c'est ce que fait le Éric Pessan, qui est en train de passer à la télé avec toi en ce moment. Voilà, avec nous tous. Après, en tant qu'individu, en tant que citoyen, etc., je peux faire des choses. Je ne me contente pas d'écrire des livres, par exemple. Voilà, je fais des choses qui me concernent moi en tant qu'individu. Mais bien sûr que l'action s'arrête pas au livre, même si pour moi le livre est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Oui, le livre, ça peut être une forme de... On peut militer à travers les livres. Ils ne sont pas forcément faits pour ça non plus, mais de toute façon, on y passe toujours ses idées, même si on essaye de ne pas envoyer des messages, parce que comme dirait l'autre, pour ça, vaut mieux aller à la poste. On écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense, donc forcément, ça transpire. Moi, j'adorerais avoir une autre vie, une deuxième vie, une troisième, une quatrième, et je pense que dans une deuxième vie, j'aimerais bien faire de la politique, en fait. Mais voilà, il faudrait peut-être une deuxième vie pour ça. Robert, le mot de la fin? Moi, pour moi, sur le faire de l'image, je l'ai appris comme ça, c'est déjà un peu un acte militant. Enfin, ouais. Moi, dès que je peux faire un livre qui traite d'un sujet engagé, je m'éclate. Enfin, je trouve ça, oui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci Eram. Vous savez que le nous s'engage encore grâce à la sélection qui est toujours pertinente de la plateforme de conseil de lecture du Salon du Livre Keybooking, notamment, alors vous pouvez retrouver Nos ailes déployées de Jessie Magana et Thierry Magnier. C'est un roman sur 3 générations de femmes. Citoyens de demain de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet chez Seuil Jeunesse.
Fourmis rouges aussi, d'Alex Winker, une BD autour de la fameuse grève des mineurs de fourmis. Urban Garden de Fabien Fernandez, qui est un roman qui fait pousser des fleurs sur le béton. Nos droits, leur combat, d'Irène Cohen-Jonca et Edith Chambon aux éditions des Éléphants. C'est voilà, autour des droits acquis et à défendre avec Amnesty International. Les formidables d'Ève Pourcel, ça c'est chez Bayard, sont des portraits aussi d'activistes du quotidien aux quatre coins de la planète. Rouge Estampe de Jean-Louis Robert, Carole Trébor et Nicolas Gobi chez Stan Kitts, un polar autour de la Commune de Paris. Merci à tous, à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Biram. Merci.